Alors, puisque nous n'avons pas trop de temps, je vais tout de suite lancer le bal en invitant la première présentatrice. Donc, il s'agit de Mylène Arbour, dont la communication s'intitule «L'évaluation participative comme levier de transition socio-écologique du système alimentaire à Montréal». Donc, je répète, c'est 5 minutes et j'ai cru comprendre qu'on allait vous avertir là, quand votre temps serait terminé. Donc, la parole est à vous. Merci Corinne. Bon matin tout le monde. N'hésitez pas à m'arrêter si jamais vous m'entendez mal ou s'il y a un petit problème technique avec ma présentation. Je commence sans plus tarder. Oui, comme Corinne a dit, je vous présente ma proposition de recherche ce matin, ayant pour titre l'évaluation participative comme levier de transition socio-écologique du système alimentaire à Montréal. Je suis dirigée par René Audet, qui est titulaire de la chaire de recherche sur la transition écologique. Petite mise en contexte rapide du système alimentaire en général urbain. Le système alimentaire est un grand émetteur de GES, là, sans aucun doute. Il y a encore de l'insécurité alimentaire partout dans le monde, même dans les milieux urbains. À Montréal, il y a un grand pourcentage de personnes qui souffrent encore d'insécurité alimentaire. Parallèlement à ça, il y a un accès difficile au marché montréalais pour les produits locaux. Donc, les produits qui sont cultivés à l'extérieur de l'île, parfois ont de la misère à percer le marché urbain. Puis, en plus, pour certaines organisations du système alimentaire alternatif, le financement n'est pas toujours récurrent, ce qui peut être un enjeu de pérennité de ces organisations-là. Parallèlement à ces problématiques-là, il y a un programme qui s'appelle Montréal en commun, qui comporte 4 projets en alimentation qui s'adressent en partie à cette liste de problématiques-là. De ce programme, ma chaire de recherche avec laquelle je travaille, nous sommes des partenaires en ce qui concerne l'évaluation de projets du volet alimentation, donc des 4 projets de Montréal en commun. L'angle qui est choisi au niveau de l'évaluation de projet est l'évaluation participative. Donc, vraiment de travailler ensemble, d'impliquer toutes les parties prenantes à la co-création d'une démarche d'évaluation, autant à l'interne dans les organisations qu'une démarche collective plus commune des 4 projets. Donc, ma question de recherche, mon mémoire, s'inscrit vraiment à l'intérieur de ce partenariat-là, vraiment d'accompagnement, d'évaluation des 4 projets de Montréal en commun. Donc, ma question de recherche va comme suit. Je me demande si l'intégration d'une culture de l'évaluation participative au sein d'organisations dans le milieu de l'alimentation, comment ça peut être un facteur de succès et de pérennité des initiatives qui sont mises en place. Puis, comment la mise en œuvre de cette démarche évaluative participative dans les organisations peut-elle être un levier de transition socio-écologique? Donc, mon objectif, c'est vraiment de saisir comment est-ce qu'on peut utiliser l'évaluation participative comme un outil pour accélérer la transition socio-écologique du système alimentaire. Mon cas théorique, rapidement, c'est juste pour nommer les grands concepts qui sous-tendent vraiment ma question de recherche. Donc, système alimentaire durable sous toutes ses formes, autant au niveau économique, social, environnemental, puis la sécurité alimentaire qui est vraiment préalable à la durabilité. La transition socio-écologique, donc vraiment la transformation de nos façons de faire, nos façons de penser, notamment au niveau de l'évaluation. L'évaluation participative, comme j'ai mentionné plus tôt, donc vraiment la co-création en groupe de la démarche d'évaluation. Puis je vais vraiment aussi prendre l'angle de la pérennité pour vraiment baser éventuellement ma méthodologie. Donc, mon approche méthodologique qui est prévue. Donc, premièrement, il y a une démarche d'évaluation collective des 4 projets de Montréal en commun que j'ai mentionnés, où est-ce qu'on prévoit donner 3 ateliers. Un premier sur les théories de changement du système alimentaire, un second sur la détermination des indicateurs, puis un dernier sur l'opérationnalisation de l'évaluation dans les pratiques quotidiennes des organisations.
Ensuite, sont prévues 2 séries d'entrevues. Donc, une première série avec les 4 projets de Montréal en commun pour vraiment saisir quels sont les apprentissages organisationnels qui ont permis de générer la démarche collective. Puis, ensuite, je prévois faire une série d'entrevues avec 4 projets contrôle qui n'ont pas pris part à la démarche collective. Les résultats attendus, donc, je m'attends à ce que l'intégration de cette culture de l'évaluation participative, qui est ancrée dans les pratiques, j'espère qu'elle sera bénéfique pour le succès des activités puis des initiatives qui sont mises en place, puis qu'elle permettra de réfléchir à des scénarios de pérennisation concrets qui permettront vraiment d'ancrer les activités et les initiatives dans leur territoire. Donc, ah, bon, ben, parfait. J'espère vraiment faire rayonner l'évaluation pour atteindre la vision du système alimentaire durable qu'on veut tous. Merci de votre écoute. Merci beaucoup. Je sais qu'on a le temps pour une question. Alors, est-ce que quelqu'un souhaite se lancer? Donc, je ne vois pas de main, donc peut-être je donnerai l'occasion de terminer sur cette dernière diapo, mais vraiment rapidement. Oui, je peux retourner dessus. Oui, dans le fond, très rapidement, j'espère vraiment que l'évaluation, je peux l'utiliser comme un outil, puis mettre vraiment à profit cet outil-là pour l'atteindre la vision du système alimentaire qu'on veut tous. Donc, un système alimentaire qui fournit à tous et toutes une alimentation de haute qualité, à faible empreinte, où les produits locaux sont vraiment mis à l'honneur, où l'accès aux aliments est assuré sous toutes ses formes, et évidemment où les acteurs, les parties prenantes collaborent, participent à l'optimisation et à la résilience du système alimentaire. Merci beaucoup pour cette présentation tout aussi claire qu'intéressante. Donc, on va tout de suite passer à la prochaine intervenante. Alors, il s'agit de Laurie Laplante avec une communication intitulée « Une gouvernance de quartier pour la transition sociale et écologique. Comment intégrer les expérimentations citoyennes et les pouvoirs publics dans une démarche de transformation au niveau local ». Donc, Laurie, la parole est à toi. Oui, bonjour tout le monde. Je vais vous partager mon écran. Oui, est-ce que vous voyez bien? Oui, OK. Oui, donc, bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Laurie Laplante. Je termine ma première année à la maîtrise en sciences de l'environnement. Puis aujourd'hui, c'est avec grand plaisir que je vais vous présenter la version préliminaire de mon projet de recherche qui porte le titre suivant, le haut long. Donc, l'intégration des expérimentations citoyennes et des pouvoirs publics dans la gouvernance locale, trajectoire pour la transition socio-écologique dans Rosemont-la-Petite-Patrie. J'ai aussi la chance, tout comme Mylène, de pouvoir être dirigée dans le cadre de ce projet par René Audet, qui est professeur au département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale de l'ESG UQAM. Et il est aussi titulaire de la chaire de recherche de l'UQAM sur la transition écologique. Donc, je ne sais pas si tu es là, René, aujourd'hui, mais si tu es là, bonjour. Donc, depuis la version du rapport Brundtland en 1987 et encore plus depuis l'adoption de l'accord de Paris en 2015, les instances locales voient leur importance gagner du terrain pour adresser la question du climat, notamment parce qu'il s'agit du palier où les impacts des changements climatiques vont se faire le plus sentir, mais aussi parce que leur proximité avec les gens favorise la coordination de l'action avec différents partenaires. Plusieurs aspects qui sont propres à la gouvernance municipale limitent toutefois leur capacité d'action. On pense notamment aux dynamiques municipales en silo, aux lourdeurs administratives et aussi à la partisanerie. Toutefois, dans un contexte de transition socio-écologique, ces administrations-là, elles jouent un rôle vraiment important parce qu'elles doivent agir à la fois à titre de catalyseur de changement dans la société, mais elles doivent aussi transformer leur propre organisation pour construire des milieux de vie qui sont adaptés aux conséquences des changements climatiques. Dans les villes, on retrouve aussi une multitude d'acteurs qui se mobilisent en dehors des structures institutionnelles pour expérimenter dans le but de combler les besoins de leur communauté qui sont parfois délaissés par l'État. Ces expérimentations-là peuvent être définies comme étant des interventions qui comportent une volonté plus ou moins explicite d'innover, d'apprendre ou de gagner de l'expérience. Elles jouent un rôle vraiment important de démonstration d'alternatives pour les citoyens, en termes notamment de planification urbaine, et représentent aussi d'autres modes de vie qui peuvent être matérialisés. Pour réaliser un changement qui est plus grand, qui est plus durable, par contre, il semble nécessaire de combiner cette action-là avec d'autres tactiques de mobilisation et à d'autres échelles politiques. Plusieurs formes de gouvernance collaborative entre les citoyens et les pouvoirs publics peuvent donc être mises en place afin de favoriser leur interaction.
Puis, à mon avis, ces alternatives-là doivent être étudiées pour en venir à considérer les membres de la société civile et les citoyens comme étant des partenaires légitimes dans la gouvernance urbaine. Donc, je vais changer de diapo, oui. Donc, compte tenu de ce qui précède, je vais me demander dans le cadre de mon projet comment intégrer ces expérimentations citoyennes-là et les pouvoirs publics dans une démarche de transformation au niveau local. Je vais donc étudier de quelle façon les pouvoirs publics locaux pourraient transformer leur modèle de gouvernance pour créer un réseau entre plusieurs parties de l'organisation municipale, dont les organisations de la société civile et les citoyens. Pour ce faire, ma recherche va mobiliser différents concepts théoriques, dont celui de la transition socio-écologique, de la participation citoyenne, de la gouvernance adaptative et de la gouvernance multiniveau. Effectivement, une gouvernance urbaine qui pourrait réagir de façon flexible aux incertitudes et qui tend vers une certaine horizontalité pourrait créer des boucles de rétroaction positives qui favoriseraient l'émergence de l'innovation et de résilience des systèmes. Ainsi, ma recherche, elle vise là, à comprendre le potentiel transformateur de ces expérimentations-là, puis ensuite, elle va porter sur la façon dont les pouvoirs publics peuvent en bénéficier pour créer des nouveaux modes de gouvernance locaux qui sont basés sur l'adaptation au changement climatique. Oui, donc ma recherche va se concentrer sur le contexte montréalais, plus particulièrement sur l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie, qui a été retenu en raison de son dynamisme communautaire, puis aussi des nombreuses initiatives citoyennes qui émergent. L'administration actuelle est aussi marquée là, par son désir de collaboration avec les différents partenaires. J'évalue actuellement la pertinence de peut-être travailler à l'échelle de 2 arrondissements pour en faire une étude comparative, mais ça reste à déterminer. Puis, pour répondre à ma question, je vais privilégier une approche qualitative qui va aborder la perception de l'expérience des individus qui sont directement impliqués dans divers niveaux de la gouvernance urbaine, dont des élus municipaux, des conseils d'arrondissement et des partenaires locaux. Je vais utiliser probablement une méthode qui va se baser sur l'étude de cas avec comme outils principaux la réalisation d'entretiens semi-dirigés avec une recherche documentaire aussi. Puis, je vais finalement faire une analyse de discours des participants dans le but de comparer la perception de différents acteurs dans la gouvernance urbaine sur leur rôle à jouer à différents niveaux. Donc, en somme, ma démarche a pour but là, de documenter les trajectoires qui sont envisagées par l'arrondissement. Elle va aussi questionner le type de changement qui est apporté par les expérimentations citoyennes au sein des institutions et de l'établissement de politiques publiques. Puis, elle va permettre de voir si les expérimentations citoyennes, elles promettent véritablement la création d'un nouvel espace politique, puis finalement, elle va permettre de voir, j'espère, si ces expérimentations-là, le potentiel... Excusez-moi. Est-ce que je peux juste finir ma phrase? Oui, donc si elles ont le potentiel de reconfigurer les trajectoires que peuvent prendre les transitions dans nos quartiers. Puis donc, voilà, je vous remercie de votre attention, puis je vous souhaite un bon colloque à tous. Merci beaucoup. Donc, le respect du temps, il faut que vous vous y fassiez parce que ce n'est pas un exercice futile. En fait, dans votre vie professionnelle, vous aurez ce genre d'exercice très difficile à réussir. Donc, est-ce qu'il y a une question? Donc, pas de questions. Alors, merci beaucoup. Ah oui, j'ai une question donc de Marie. Oui, est-ce que tu m'entends, Laurie, là, c'est bon? Oui, je t'entends très bien, merci. Super. Moi, j'avais une question parce que tu expliques justement que tu t'intéresses à la transition dans Rosemont-la-Petite-Patrie. Est-ce que tu vas, par exemple, travailler, collaborer avec l'écoquartier, le collectif Solon? Est-ce que c'est des choses par des organismes ou c'est plus directement avec certains citoyens, citoyennes? En fait, on va travailler plus avec l'organisation municipale. Donc, on compte travailler notamment là, avec des élus locaux ou des membres là, qui travaillent directement à la ville ou à l'arrondissement. Par contre, ça peut être intéressant effectivement d'aller voir des partenaires locaux pour étudier leur perception à eux du changement qu'ils peuvent apporter là, au sein de la gouvernance. Donc, ça reste encore à voir, mais si le temps le permet, puis si ma démarche le permet, j'aimerais ça, oui. Merci beaucoup. Merci. Donc, on va passer à la prochaine présentation. Donc, il s'agit de Louis-Philippe Blanchette avec une communication intitulée « Quelles mesures l'innovation sociale en milieu rural québécois peut-elle favoriser la transition écologique ?» Le cas des ateliers de savoir partagé. Donc, la parole est à vous. Oui, désolé, je n'avais pas mon micro. Donc, exactement, je vais m'intéresser en fait à l'innovation sociale en milieu rural québécois, voir comment ces innovations-là peuvent tendre vers la transition écologique en m'intéressant au cas des ateliers des savoirs partagés.
Donc, les ateliers des savoirs partagés, organisme fondé en 2012, ça a pour but de créer un lieu de co-apprentissage entre les communautés, mais aussi entre des acteurs terrain et des chercheurs. Il y a 3 communautés qui sont participantes depuis 2019, donc dans le cadre des ASP 2.0, ce à quoi je vais m'intéresser, la communauté de Saint-Camille, Petit-Saguenay et la MRC de Bellechasse, qui mettent sur pied des initiatives d'innovation sociale. Et on voit en fait, il y a plusieurs auteurs qui disent que l'innovation sociale et le renforcer la gouvernance locale pourrait aider à déverrouiller certaines institutions et ainsi permettre la transition écologique. Donc, c'est dans ce cadre-là que je vais essayer de voir si ces organisations-là ou ces projets qui ont été mis sur pied sont capables d'y tendre. Et ce qui est intéressant, c'est que l'aspect environnemental n'a jamais été explicitement étudié. Elle a toujours été de façon implicite. Donc, ce sera la première fois dans le cadre des ateliers des savoirs partagés que ce sera explicité. Ma question de recherche est la suivante. En fait, je ne la lis pas, elle est là, vous pouvez la lire. Ça reprend mon terme. Je vais faire 4 hypothèses. Donc, les 4 hypothèses, je les ai faites dans le cadre de mon mini-mémoire. Dans le cadre de ma recherche, ce sera fait en collaboration avec l'équipe. Donc, on va trouver ensemble les 4 hypothèses. Dans le cadre du mini-mémoire, je l'ai fait de façon autonome. Donc, je parle d'écolocalisme, donc une économie locale qui, selon Curtis, pourrait dire on est moins dépendant de l'entreprise privée et on utilise, on produit ce qu'on consomme et on consomme ce qu'on produit. L'amélioration de la gouvernance locale qui permettrait de mieux partager les connaissances, mais qui permettrait aussi de mieux protéger son environnement. La construction d'un narratif, donc comment la construction d'un narratif peut aider la transition écologique, puis est-ce que ces projets-là peuvent aider à construire le narratif. Et finalement, les innovations écosociales, donc créer des niches d'innovation écologique. Mon cadre théorique, quand la transition écologique, elle sera transformatrice et écocentrée. Donc, on ne veut pas attendre vers une transition écologique qui est technologique ou technique. Encore là, c'est le cadre théorique que j'ai choisi pour mon mini-mémoire. Ce sera construit en collaboration avec les ASP, les ateliers des savoirs partagés, dans le cadre de ma recherche. Le développement territorial est intégré, c'est-à-dire que la population est consultée. C'est un développement territorial qui est fait avec l'accord des gens. L'innovation sociale est inspirante et transformatrice, donc on parle d'une transformation sociale qui va aller à l'encontre du système et qui ne sera pas là pour renforcer le système. Ma méthodologie, comme je l'ai dit plusieurs fois, ça sera fait en recherche partenariale. Le but est d'aller ancrer mon projet dans la culture des ASP qui ont un esprit innovant, mais aussi dans la culture de chacun des villages. On va être capable d'étudier un projet pour chacun des communautés. La co-construction va être importante à chacune des étapes, comme je l'ai mentionné. Et je vais collaborer avec toute l'équipe, autant les chercheurs que les leaders des communautés. Et quand on sera rendu à faire de la recherche terrain, essayer d'inclure au maximum des citoyens qui ne sont pas inclus dans les ASP pour essayer de créer des solutions qui sont consensuelles. Et on va utiliser une démarche de planification continue, c'est-à-dire qu'on va se laisser beaucoup de marge de manœuvre pour changer d'idée ou changer de plan selon comment tout se déroule. Dans le cadre de mon mini-mémoire, j'ai fait une analyse d'un seul projet à Saint-Camille. Comme je l'ai déjà mentionné, mais je tiens à le redire, je l'ai fait non pas en recherche partenariale, mais en recherche individuelle, où j'ai réutilisé ces 4 hypothèses-là pour voir comment le projet du Rang 13 qui voulait accroître la population de Saint-Camille de 10 en 10 ans avait réussi à toucher à mes 4 hypothèses. Donc, du côté de l'écolocalisme, on se rend compte que ces projets-là favorisent l'économie locale. Par contre, que ce n'est pas suffisant pour aller à contrecarrer du système. On fait beaucoup trop de place à l'entreprise privée. Du côté de la gouvernance locale, on se rend compte que la gouvernance locale forte a permis de faire des décisions hyper innovatrices en construction du bâtiment, en protection de rivières. Du côté de la construction du narratif, le narratif est super inspirant d'un point de vue du développement local. Par contre, il est inexistant du côté de l'environnement. Le fait que ça soit toujours implicité, ça l'empêche d'avoir un narratif. Et finalement, les innovations écosociales, le Rang 13 est une innovation écosociale. Par contre, il n'est peut-être pas assez transformateur du point de vue de l'environnement pour créer vraiment une niche d'innovation. Et c'est terminé, 5 minutes. Bravo, bravo pour participation. Félicitations. Alors, est-ce qu'il y a des questions ou même un commentaire? Marie-Soleil.
Excusez, est-ce que vous m'entendez? Ouais. Oui, tout à fait. Et dans le fond, moi, c'était juste un commentaire. Bravo, je trouvais ça vraiment clair, ta présentation, vraiment intéressant. Puis je serais vraiment curieuse de voir la suite des résultats de ta recherche, là. Puis je trouve que la manière dont tu as apporté ça, c'est... j'ai vraiment beaucoup aimé. Bravo, c'est tout. Parfait, merci beaucoup. Alors, donc, on va passer à la prochaine présentation. Il s'agit de Marie Bégas, je m'excuse si je ne prononce pas bien. Donc, analyse écoféministe d'une initiative de transition socio-écologique à Montréal, le cas du collectif Solon. Donc, Marie. On n'entend pas, par contre, il faut mettre le micro. Oui, j'étais en train de gérer aussi l'écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Ok, super. Donc, mon projet d'étude, c'est les analyses écoféministes, une initiative de transition socio-écologique, le cas du collectif Solon, sous la direction de Sylvain Lefebvre et Anne-Sophie Gousse-Lossard, qui est là et que je salue. Donc, le contexte de la recherche, c'est que l'intersectionnalité des injustices sociales, environnementales, raciales et épistémiques est plus fréquemment abordée en recherche depuis quelques années. On va faire des liens avec le capitalisme, l'extractivisme, qui cause en fait des dégradations aux écosystèmes, une perte de biodiversité au profit de la machine des systèmes économiques. On a aussi une concentration des problèmes environnementaux dans des zones et des régions habitées par les communautés les plus pauvres, c'est ce qu'on appelle les zones sacrifiées. Je compte proposer des pistes d'action pour favoriser la proximité, la mobilisation et la participation citoyenne auprès des femmes touchées par les changements climatiques et qui sont plus isolées à cause de la pandémie. En effet, les femmes sont plus pauvres et vont être touchées de manière différenciée et dramatique. Ce sont elles qui sont les premières réfugiées climatiques. Comment je vais pouvoir travailler là-dessus? Ma question de recherche, c'est comment intégrer les enjeux d'équité sociale et de genre dans la transition socio-écologique amorcée par le collectif Solon dans le quartier de la Petite Patrie. Mon cadre théorique se compose de deux axes, les écoféminismes qui font des liens entre l'exploitation et la domination des différents groupes sociaux et de la nature par les hommes et les institutions patriarcales, et la transition socio-écologique, et notamment le mouvement des villes en transition, ou Transition Towns, qui permet d'envisager les transformations sous l'angle d'une action territoriale et locale grâce à des processus participatifs de prise de décision et de changement progressif des valeurs. Je vais collaborer avec le collectif Solon, qui est une OBNL qui opère dans l'arrondissement Rosemont-la-Petite Patrie à Montréal. Leur mission, c'est d'agir pour développer des solutions collectives qui vont permettre de créer des milieux de vie conviviaux, solidaires, écologiques. C'est une manière de faire une transition socio-écologique. Et en fait, ils valorisent le partage du pouvoir au sein de la communauté. C'est ce qu'on appelle une organisation horizontale où le pouvoir est partagé par tous les employés. L'aspiration à un modèle économique et social prenant soin de l'individu, de la nature et de la communauté. Et un exemple de projet mis en place par Solon, c'est Locomotion, qui permet la mobilité des habitants de l'arrondissement en empruntant gratuitement des vélos ou vélos cargo. L'approche méthodologique, c'est tout d'abord dans un projet de recherche-action. Je vais co-construire ma recherche avec le collectif Solon et la coalition des femmes de la Petite Patrie. Les techniques de collecte de données seront des groupes ou cercles de parole qui seront répétés et vont permettre de créer un climat de confiance et d'avoir des informations sur la vision de la transition et le changement de société de ces femmes. Des observations participantes sur les actions entreprises par le collectif Solon et la coalition, mais aussi les réunions, et une analyse documentaire de ce que j'ai récupéré grâce à Solon. Et une analyse de données finalement pour conclure sur ce qui s'est passé. Les résultats préliminaires que je vous présente, c'est tout d'abord l'inclusion des projets, l'inclusion dans les projets du collectif Solon. Ce qu'on voit déjà, c'est qu'il y a une réflexion sur l'embauche inclusive. Donc, on va réfléchir à tout le processus qui soit le plus inclusif possible. Il y a aussi l'importance d'un salaire égalitaire qui est le même pour toutes les personnes employées chez Solon, et l'organisation de réunions inclusives grâce à des outils qu'ils utilisent et qu'ils ont développés. Et j'ai aussi la chance d'assister à des ateliers organisés par la Fondation Chagnon qui montraient qui réfléchissaient à comment mettre en œuvre des projets qui répondent aux besoins des Québécois et Québécoises face à la crise environnementale, sociale et sanitaire. Il y a des points importants qui sont ressortis sur lesquels je m'appuierai, je vous en citerai deux. Le travail conjoint sur des objectifs communs de tous les organismes au niveau du territoire, et aussi l'importance que l'ancrage dans la réalité du territoire est nécessaire pour faire une bonne transition.
Pour conclure, je voudrais mettre en avant les limites de ce qui est fait actuellement, sur quoi je vais pouvoir travailler avec Solon. Donc, tout d'abord, il y a d'abord un passage par l'aspect social avant d'amener à l'aspect écologique dans les projets. On va faire des fêtes de quartier, d'organiser des ateliers de cuisine. Et après qu'il y a une cohésion, on va réfléchir à l'enjeu environnemental. Comme le disait juste avant Louis-Philippe, si ce n'est pas au centre du récit collectif et du narratif, probablement qu'il manque quelque chose pour que ça soit une vraie transition écologique. Il y a aussi différents degrés de sensibilisation aux causes environnementales sur le territoire, ce qui fait que tout le monde n'est pas au même niveau. Ça peut jouer sur les projets mis en place. La difficulté d'inclure des personnes qui ont vécu des oppressions dans les comités, manque de confiance ou de temps, car elles travaillent les fins de semaine, ont des familles à gérer, et aussi la difficulté d'atteindre des personnes qui sont issues de la diversité culturelle, car on ne sait pas encore comment les atteindre. Est-ce qu'il faut utiliser des dépliants, des appels téléphoniques ou se brancher sur certaines ondes radio pour pouvoir communiquer avec elles? Je vous remercie beaucoup de votre attention et je suis prête pour les questions. Merci, bravo encore une fois pour le respect du temps. Donc, est-ce qu'il y a des questions ou un commentaire? Je vois plusieurs bravos. Donc, pour une présentation très claire. Alors, j'ai Marie-Soleil qui veut encore se prononcer. En fait, c'était une suggestion. J'avais visité un commun à Barcelone, puis il y avait eu la même difficulté que tu as nommée, la difficulté en fait, d'aller rejoindre des gens qui sont issus en tout cas. Puis les autres, ce qui a fonctionné, c'était d'aller directement là où les gens qui voulaient atteindre se trouvaient, d'aller dans leurs activités, dans leurs trucs, puis vraiment d'aller les chercher, parce que c'est des gens qui ont, en tout cas, ce qui disaient qu'ils n'avaient pas l'habitude d'avoir de la chance ou de se faire dire oui ou que ça fonctionne, puis qu'il y avait vraiment un besoin d'accompagnement qui est important. Si tu veux, je t'enverrai la référence de l'endroit. Oui, je veux vraiment. Merci beaucoup. OK, parfait. Merci pour cet apport. J'ai Dan aussi qui souhaiterait prendre la parole. Oui, merci. Je me demande des fois, dans une étude de cas comme ça, est-ce qu'il y a un pouvoir de généralisation? Et Marie-Soleil a dit comme ça ressemble à quelque part d'autre, mais est-ce que c'est juste une étude de cas et une étude de cas? Y a-t-il une théorie qui te permette d'insérer tes données, de tester quelque chose et avancer nos connaissances plus généralisées, ou est-ce que c'est vraiment juste cas par cas? Je dirais la réponse, c'est un peu des deux, c'est-à-dire que je m'appuie effectivement sur des données théoriques qui sont liées au mouvement de transition. Il y a aussi donc les mouvements des écoféminismes, et il y a aussi des croisements avec les communs, le Buen Vivir, que je n'ai pas exposé là, mais qui pourront peut-être, qui seront des choses qui vont m'inspirer. Et l'idée, c'est un peu de voir comment, dans un cas particulier, ces réflexions générales peuvent avoir un impact et proposer une solution de modification de la société. Et moi, ma vocation, c'est que ça puisse inspirer, en fait, après, à créer des projets au niveau de l'arrondissement, mais aussi que ça puisse s'inspirer un peu partout dans le monde. C'est très utopique, certes, mais je pense que c'est par ça que ça passera, un peu comme on a pu le voir avec les reportages comme Demain ou Demain le Québec, plusieurs initiatives qui finalement ont donné envie à d'autres gens de se lancer. Donc j'espère que ça répond à la question. En fait, je sais que le temps est limité, mais j'aurais aimé savoir comment exactement tu as contribué à une théorie. Tu as listé beaucoup, mais peut-être pour une prochaine fois, tu peux m'aider à comprendre plus clairement. Merci. OK, merci. Autour d'un café, éventuellement. Bon, je vais maintenant passer la parole donc à Mélodie Quentin-Lafrance pour une communication sur la contribution des réseaux alimentaires alternatifs et locaux dans la sécurité alimentaire selon la proximité au territoire de production, Victoriaville versus l'arrondissement de Verdun. Et juste comme je dois m'absenter quelques secondes, je vais donner l'animation à Tania, mais je serai de retour très rapidement. Donc Tania, je ne sais pas si tu peux ouvrir ta caméra. Oui, je suis là. Et je serai de retour dans quelques secondes. Merci Tania de prendre le relais. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui, parfait. Bonjour, donc mon nom est Mélodie Quentin-Lafrance et dans le cadre du colloque, je vous présenterai le développement préliminaire de mon projet de recherche. Cette recherche-là s'inscrit dans les projets de la Chaire de recherche du Canada sur les petites et moyennes villes en transformation sous la direction de Yen Pham. Le sujet du mémoire en cours se trouve à être la contribution des réseaux alimentaires alternatifs et locaux dans la sécurité alimentaire selon la proximité au territoire de production, donc Victoriaville versus l'arrondissement de Verdun.
Pour commencer, la sécurité alimentaire telle qu'elle est définie au Québec est associée généralement à l'accessibilité physique et financière à des aliments de qualité en quantité suffisante. De façon mondiale, la sécurité alimentaire s'inscrit d'une part dans une tendance productiviste de la production afin de nourrir une population croissante, et d'autre part, elle fait aussi partie des motivations de la mise en place d'alternatives alimentaires qui se veulent une réponse au système industrialisé par une production durable. Ces réseaux de type local offrent des aliments frais et de qualité pour une population de proximité. C'est surtout concentré dans les villes. Mais plusieurs auteurs sont d'avis qu'elles sont généralement plus difficiles d'accès pour les ménages à faible revenu. En effet, Cato et McKinney ainsi que Mandler soutiennent que les pratiques et les idéologies de ces alternatives alimentaires sont principalement associées à une classe moyenne éduquée. De leur côté, Dupuis et Goodman remettent en question les vertus du localisme qui leur est attribué. Mais qu'en est-il réellement? Il y a peu d'études qui ont été produites sur la contribution des réseaux alimentaires alternatifs et locaux dans la sécurité alimentaire, et les recherches sur les déserts alimentaires se sont plutôt focalisées sur les supermarchés. Finalement, les villes moyennes intéressent moins les chercheurs de façon générale. Considérant que les réseaux alternatifs jouent un rôle et joueront un rôle important comme production alimentaire durable et comme offre alimentaire de qualité dans les villes, nous tenterons de répondre à cette question. Quelle différence la proximité au territoire de production apporte-t-elle dans la contribution des réseaux alimentaires alternatifs et locaux dans la sécurité alimentaire? Mais dans le cadre d'une collecte de données préliminaire, nous essaierons de répondre à une sous-question de recherche. Comment l'accessibilité spatiale et économique aux alternatives alimentaires varie entre Victoriaville et Verdun en ce qui concerne les ménages à plus faible revenu? Le cadre conceptuel a été inspiré selon la recherche de Morissette Desjardins et Robitaille. Elle se détaille en deux éléments qui déterminent de façon importante la sécurité alimentaire. Donc, premièrement, on retrouve les déterminants structuraux. Dans le cadre de la recherche, nous focaliserons principalement sur l'offre alimentaire alternative. Deuxièmement, nous regarderons les caractéristiques individuelles qui influencent l'état d'insécurité alimentaire. Le concept d'insécurité alimentaire sera abordé sous l'angle de l'accessibilité physique à des aliments de qualité abordables en quantité suffisante. La méthodologie utilisée sera l'étude de cas comparative. Le choix des villes à comparer a été déterminé comme suit. Il y a 2 villes comportant une distance différente aux producteurs, dont un arrondissement de la métropole et une ville moyenne. Ces villes devaient contenir une certaine quantité d'offres alimentaires alternatives et locales sur leur territoire, proposer des actions aussi locales visant à contrer l'insécurité alimentaire et un profil socio-économique apparenté. En ce qui concerne la collecte de données, pour commencer, nous avons cartographié les alternatives alimentaires sur le territoire pour ainsi déterminer la composition de l'environnement alimentaire alternatif. Pour la suite, nous irons faire des observations sur le terrain et vérifier l'accessibilité alimentaire alternative avec des entretiens semi-dirigés. Les premiers résultats nous montrent qu'il comporte une différence dans la distribution spatiale alimentaire alternative entre les 2 villes. En effet, sur l'image en haut à gauche, à Victoriaville, les alternatives alimentaires sont beaucoup plus concentrées aux mêmes endroits, contrairement à Verdun, où elles semblent plus dispersées également sur le territoire. On a aussi vérifié s'il comportait réellement une différence dans la distance aux producteurs. Puis les résultats indiquent sur les images du bas, à gauche, c'est Victoriaville, que les producteurs qui distribuent par le biais des réseaux de paniers bio sont localisés plus près de Victoriaville que ceux qui distribuent leurs paniers à Verdun. Pour terminer, le projet de recherche n'est qu'à ses débuts et la prochaine étape consistera à aller faire des observations et des entretiens avec la population de Verdun et de Victoriaville pour tenter de répondre à notre question principale de recherche. Merci. Merci beaucoup et bravo. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Peut-être retirer le partage. Alors, j'ai Eliane. Oui, allô, merci, c'est super intéressant. Moi, je travaille pour la chaire de recherche sur la transition écologique, puis principalement au chantier sur les systèmes alimentaires. Fait que je me demandais si l'aspect de l'accessibilité culturelle, qui représente souvent un frein pour plusieurs populations à faible revenu, est-ce que c'est un aspect qui va être pris en compte dans ton cadre théorique? Oui, justement, en fait, c'est encore en construction, là. Pour la présentation, j'ai dû vraiment simplifier. Mais c'est justement le côté caractéristique individuel implique le côté culturel, c'est juste, ça n'a pas été ajouté dans la présentation, effectivement. OK, merci.
Merci beaucoup. Donc, nous allons tout de suite passer à la prochaine présentation donc, de Andréane Rouleau, qui s'intitule « Le rôle des pôles alimentaires dans la résilience des systèmes alimentaires alternatifs urbains ». Merci beaucoup, Corinne. Donc, oui, moi, mon projet de recherche, dans le fond, va être sur les initiatives de mutualisation et leur impact sur la résilience du système alimentaire d'urgence en milieu urbain. Tout d'abord, la principale problématique à laquelle mon projet de recherche répond, c'est l'insécurité alimentaire. C'est malheureusement un problème qui est bien réel à Montréal. On sait d'ailleurs que 11% de la population en souffre à Montréal, alors que c'est 8% au reste du Canada. Pour répondre à ça, il y a un réseau alimentaire dit d'urgence qui s'est formé pour fournir des aliments aux personnes plus vulnérables en situation chronique ou ponctuelle d'insécurité alimentaire. Ce réseau-là, qui est formé des organismes de première ligne en sécurité alimentaire, travaille très, très fort, mais malgré ces efforts, le problème persiste encore. En plus de ça, on a vu la crise de la COVID empirer cette problématique-là, alors qu'au printemps passé, les taux d'insécurité alimentaire montaient en flèche. À ce moment-là, la demande en dons alimentaires augmentait alors que l'offre des surplus d'épicerie, principal fournisseur du système d'urgence, elle diminuait. On voit donc qu'il y a quelques lacunes qui existent dans la logistique d'approvisionnement de notre système alimentaire et que ça va à l'encontre des efforts en fait, du réseau. Mais heureusement, ces failles-là étaient déjà identifiées en 2019 dans le rapport de la phase 2 de la démarche Fin Zéro à Montréal et il y a déjà des solutions qui commencent à émerger. Dans la foulée de ces constats-là, on entend de plus en plus parler de mutualiser nos efforts, de mettre en commun les pratiques et les apprentissages de chacun. Et c'est donc cet engouement-là autour de l'effort collectif et la perte de sécurité alimentaire durant la crise de la COVID qui m'ont poussé à me demander, mais quel est le rôle des initiatives de mutualisation dans la résilience du système alimentaire en milieu urbain? Ce que j'entends par initiative de mutualisation, c'est le type de projet qui plus une problématique du système alimentaire par la mise en commun de toutes sortes de ressources. Dans mon projet de recherche, je vais me concentrer sur les projets de mutualisation qui ont trait à la logistique d'approvisionnement et de distribution, distribution alimentaire. Dans le fond, j'ai deux objectifs pour ça. Premièrement, il n'existe pas encore de cadre théorique dans la littérature ou d'articles tout simplement qui mettent ensemble, dans le fond, un projet innovant et son impact sur la résilience. Donc, je vais devoir élaborer tout simplement ce modèle méthodologique-là afin de le mettre en pratique. Et deuxième objectif, je vais le mettre en pratique. Dans le cadre d'une maîtrise de 2 ans en sciences de l'environnement, je ne pourrais pas mesurer s'il y a eu perte de sécurité alimentaire. Donc, je vais plutôt aller voir les perceptions des acteurs du système alimentaire sur l'impact de ces initiatives-là sur la résilience. Donc, étant donné mon objectif d'élaborer un modèle méthodologique, mon cadre théorique va être vraiment central dans ma démarche de recherche. C'est donc la théorie de la résilience des systèmes complexes, dans mon cas, le système alimentaire, qui va guider mes analyses. La résilience du système alimentaire, en fait, c'est la capacité du système à fournir une sécurité alimentaire en tout temps, même s'il y a des perturbations qui sont parfois multiples ou même imprévisibles. Ce qu'on peut voir sur le schéma à droite, en fait, c'est que le système doit pouvoir réagir ou même se préparer à une perturbation importante ou à un stress qui est subi constamment. Selon la théorie, ce sont 4 caractéristiques principales, donc la robustesse, la redondance, la flexibilité et l'adaptabilité du système qui permettent ces actions préventives et réactives qu'on voit sur le schéma. Dans mon projet de recherche, moi, je vais tenter de voir si les initiatives de mutualisation peuvent fournir au système quelques-unes ou même toutes ces caractéristiques-là. Pour vraiment pouvoir approfondir les perspectives des différents acteurs du système alimentaire, j'ai choisi d'adopter une méthodologie de type qualitative. Je vais donc faire un total de 19 entrevues individuelles semi-dirigées avec les responsables de projets et leurs partenaires de 3 initiatives de mutualisation à Montréal. Les projets ont été sélectionnés dans le but d'avoir des projets qui sont à différents stades d'évolution, mais aussi avec différents types de partenaires avec qui ils font affaire. J'ai donc un projet pilote de pôle alimentaire dans l'ouest de l'île de Montréal, un projet de pôle alimentaire dans Rosemont qui est là depuis 2019, juste avant la pandémie,
et la mutuelle des marchés qui en fait, mutualise des approvisionnements de 4 marchés depuis déjà 6 ans. Pour chaque initiative, je vais m'entretenir avec un responsable du projet et une autre personne dans l'organisme qui est impliquée là-dedans, puis 4 de leurs partenaires, puis ça va être vraiment varié, là, soit des producteurs, des organismes communautaires, des banques alimentaires, des clients de marché et autres. Alors, voilà, ben, j'espère vraiment pouvoir faire avancer la science avec mon projet. J'entends la petite cloche, j'espère pouvoir faire avancer la science puis montrer comme l'impact de ce type d'initiative-là sur la résilience du système. Merci. Merci beaucoup. Alors, y a-t-il des questions ou des commentaires? Donc, pas de questions. Ben, merci beaucoup, en tout cas, pour cette présentation claire, imagée, pour un projet quand même assez complexe. Donc, on va passer à la prochaine présentation par Joris Maillochon. Innovation sociale, agriculture urbaine et insécurité alimentaire, quelles pratiques émancipatrices possibles? Le cas de paysage solidaire dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve à Montréal. Oui, vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez? Bon, je n'ai pas de réponse. On entend très bien. Parfait. Et on voit bien aussi. Parfait. Donc, je vais vous parler d'innovation sociale, d'agriculture urbaine et d'insécurité alimentaire et des pratiques émancipatrices possibles en agriculture urbaine, et je vais m'intéresser particulièrement au cas de paysage solidaire dans l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Je suis sous la direction de Sylvain Lefebvre et Juan Luis Klein. Sylvain Lefebvre qui est professeur à l'Institut des sciences de l'environnement et professeur et chercheur au Centre de recherche sur les innovations sociales. Le contexte, la crise sanitaire a été un amplificateur des enjeux. Il y a eu un impact, on en a parlé déjà beaucoup aujourd'hui, sur le système alimentaire complet. Et moi aussi, je vais m'intéresser à l'insécurité alimentaire puisqu'elle a vraiment augmenté pendant la pandémie. Je m'intéresse à l'insécurité alimentaire que j'identifie comme l'enjeu versus la sécurité alimentaire que j'identifie comme l'objectif. Je m'intéresse à l'enjeu pour essayer d'avoir une recherche plus bottom-up, donc avec ceux qui vivent l'insécurité alimentaire. Le cadre théorique, c'est les innovations sociales. Ce concept-là qui est comme un facteur, la crise exacerbe généralement les innovations sociales et les innovations sociales ont un facteur de transformation sociale, peuvent influencer la transformation sociale. Les systèmes alimentaires alternatifs Andréane en a parlé un petit peu, donc il y a un facteur de résilience qui vient avec les systèmes alimentaires alternatifs et ça peut soit venir ça apporte des modifications au système global, mais ça apporte aussi donc une résilience. L'agriculture urbaine, dans tout ça, je trouve que c'est une plateforme qui relie à la fois le côté social et le côté environnemental, en plus de répondre à une problématique nourricière. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment l'innovation sociale peut favoriser l'agriculture, peut faire en sorte que l'agriculture urbaine devienne un outil émancipateur face à l'insécurité alimentaire. Mes hypothèses, donc je pars du principe que pour l'instant, l'agriculture urbaine est gentrifiée et facteur de gentrification, que l'agriculture urbaine peut être émancipatrice, comme le montre la photo du milieu à Détroit, que l'agriculture urbaine peut lutter contre l'insécurité alimentaire et que la crise va être un accélérateur des projets d'agriculture urbaine. Donc, je veux observer l'impact de la crise sanitaire sur les projets d'agriculture urbaine. Je veux favoriser une pratique d'agriculture urbaine émancipatrice et participer à une co-construction de connaissances sur l'innovation sociale et les systèmes alimentaires alternatifs. Pour faire ça, la méthodologie, vous l'aurez compris, je fais une étude de cas. Je veux la mettre en recherche partenariale ou recherche-action, donc avec une approche épistémologique qui serait plutôt dans le paradigme constructiviste.
Avec de l'observation participante, où je prendrai part au projet, des entretiens, des sondages et une collecte de données quantitatives pour voir un effet, s'il y a un effet quantitatif sur de la crise. La démarche exploratoire, j'ai fait une revue de littérature, une recherche documentaire et un entretien semi-dirigé avec l'organisme qui m'intéressait, il y a quelqu'un de l'autre bord du mur, dans Hochelaga Maisonneuve, qui gère le projet Paysage solidaire. Donc, Hochelaga Maisonneuve, il y a un contexte territorial vraiment varié. Dans Hochelaga Maisonneuve, c'est très densément peuplé ici, mais nous, à Mercier-Ouest, c'est là où il y a le projet Paysage solidaire. C'est un quartier surtout industriel, peu densément peuplé et où il y a eu une identification des aires alimentaires. Donc, il y a quelqu'un de l'autre bord du mur, en 2009, a eu le mandat de mettre en place un projet pour favoriser la sécurité alimentaire dans Mercier-Ouest. Mes résultats préliminaires pour l'instant, c'est que suite à la recherche documentaire et à l'entretien, c'est que Paysage solidaire touche la plupart des facteurs d'insécurité alimentaire. L'impact est relatif parce que ça reste un petit projet localisé. Il y a des initiatives qui manquent de pérennité malheureusement et la gentrification est présente dans la participation. Par contre, dans la participation aux ateliers d'agriculture urbaine. Par contre, j'ai juste la vision de l'organisme et je n'ai pas la vision des participants. En conclusion, le projet Paysage solidaire contribue à la sécurisation alimentaire. L'effet relatif est local, mais l'agriculture urbaine touche pas, les projets d'agriculture urbaine ne touchent pas directement la population en situation d'insécurité alimentaire et ça m'amène à des doutes et des remises en cause et à savoir si je devrais peut-être pas changer de terrain et favoriser un thème de recherche sur la justice alimentaire plutôt que l'insécurité alimentaire. Voilà, merci. Merci beaucoup. Intéressante conclusion de terminer sur potentiellement une révision de la question de départ. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Eliane. Oui, allô, encore moi. Justement, je veux pas péter ta bulle, mais en ayant pas mal étudié la question de l'insécurité alimentaire, on sait que c'est des gens qui sont à faible revenu. La plupart, ils travaillent déjà temps plein, qui ont des enfants. Fait qu'après ça, aller faire de l'agriculture urbaine, c'est comme la 50e de leur priorité. Donc, théoriquement, ils sont déjà exclus de cette forme d'émancipation. Donc, c'est vrai que c'est peut-être pas là le point d'accroche de la question. Fait que moi, c'était juste un peu ma réflexion que je voulais faire là-dessus. Oui. Non, effectivement, il y a cette réalité-là. J'ai l'impression qu'en fait, les projets d'agriculture urbaine menés dans le communautaire vont pas toucher réellement les plus exclus, entre guillemets, et n'a pas cette vision-là. Fait que dans le quartier où je suis, en ce moment, il y a un campement qui est en train de se créer. Et ma méthodologie de recherche serait peut-être d'aller mettre l'agriculture urbaine dans ce campement-là et voir l'impact. Et donc là, faire une recherche vraiment ethnographique avec le groupe. Fait que, mais ça, c'est à voir avec ma direction de recherche. Bravo, bon courage. Merci beaucoup. Puis en tout cas, je trouve que ça, c'est vraiment des choses intéressantes en sciences sociales de se rendre compte à travers la première partie de la démarche de recherche qu'on doit recadrer les ambitions parce qu'on avait des a priori éventuellement qui ne sont pas négatifs en soi, mais qui reposent sur des prémices qui ne sont pas toujours exactes. Donc, bravo pour cette reformulation éventuelle. Donc, maintenant, je vais donner la parole à Sarah Roux. Alors, la communication s'intitule « Les technologies de réalité virtuelle, un nouvel outil éducatif pour les parcs marins, le cas des orques ». Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Sarah Roux, voici l'intitulé de ma recherche, « Les technologies de réalité virtuelle, un nouvel outil éducatif pour les parcs marins, le cas des orques ». Et mon projet est sous la direction d'Elisabeth Avergel.
D'abord, je vais vous expliquer le contexte de ma recherche. Les institutions zoologiques, c'est des lieux qui sont particulièrement adaptés aux enjeux de conservation des espèces, parce que d'abord, ils sont fréquentés par plus de 175 millions de personnes par année, et en plus, ils touchent une grande diversité de gens. Mais il y a deux grosses problématiques qui en ressortent. Les conditions de captivité, elles ne sont pas toujours en accord avec le bien-être physique et psychologique des animaux, l'orque en est un bon exemple. D'abord, psychologiquement, les chercheurs ils ont pu observer de nombreux comportements stéréotypés qui ne sont pas naturels chez les polars. Et puis physiquement, un problème parmi tant d'autres, leurs dents se dégradent très rapidement parce qu'ils sont nourris avec du poisson congelé qui n'en nécessite pas de faire le mouvement de mastication. Ensuite, il y a des doutes qui sont émis dans la littérature quant à la réelle valeur éducative de ces institutions. Tous les outils qui sont mis en place, comme par exemple les panneaux informatifs, ne permettraient pas toujours de favoriser la sensibilisation et l'éducation des visiteurs. Et il y a des chercheurs spécialistes comme Grace Young, qui est ingénieure océanique, et Gati Javano, qui est sociologue, qui ont estimé que le futur de ces institutions, notamment SeaWorld, qui est un parc marin, se trouvait plutôt dans les nouvelles technologies. Donc, pour l'instant, il existe très peu de parcs animaliers qui se servent de la réalité virtuelle et il y a donc peu d'études sur les effets éducatifs et de sensibilisation des séquences qui existent. Il y a tout de même quelques études, comme celle d'Ahmed et Hussein, qui ont monté une séquence de réalité virtuelle interactive où le participant se trouve dans un zoo et a la possibilité d'observer quelques comportements des animaux qui sont modélisés. Malgré le peu de littérature sur les nouvelles technologies dans les parcs animaliers, on retrouve plusieurs études qui démontrent que l'utilisation de technologies favorise l'apprentissage, notamment une étude réalisée par Fauville et ses collègues à Stanford, où ils ont modélisé en réalité virtuelle l'acidification des océans et ils ont observé que la séquence permettait une meilleure compréhension de ce phénomène qui est plutôt abstrait. Finalement, l'utilisation des nouvelles technologies, elle est grandement amplifiée par le contexte de pandémie. D'abord parce que les zoos, ils ont dû fermer leurs portes et ils ont dû trouver d'autres alternatives, mais aussi parce que, comme l'expliquent Ahmed et Hussein, le public voulait se reconnecter avec la nature en temps de pandémie et l'AVR s'est présenté comme une solution. Moi, je vais donc chercher à savoir si les parcs marins peuvent et comment ils peuvent utiliser la réalité virtuelle pour sensibiliser et éduquer les visiteurs aux enjeux de conservation de l'épola. Mes objectifs, c'est donc d'abord de créer puis de tester auprès de participants une séquence de réalité virtuelle pour ensuite produire des connaissances et ces connaissances vont me permettre de mieux comprendre les effets de sensibilisation et le potentiel éducatif des technologies de réalité virtuelle, mais aussi de démontrer qu'on peut sensibiliser les visiteurs à la conservation des espèces sans avoir le spécimen vivant physiquement présent. Ensuite, j'ai réalisé mon cadre théorique qui va me permettre de construire ma séquence, mais aussi ma grille d'entretien. Elle se divise en 3 grandes parties. D'abord, j'essaie de comprendre qu'est-ce que l'éducation relative à l'environnement et comment elle peut s'inscrire dans les parcs animaliers grâce à différents auteurs comme Zhuang et Giraud. Et ensuite, je décris pourquoi l'épolard est une espèce adaptée pour sensibiliser aux enjeux de conservation. D'abord, d'une part, par l'engouement qu'elle confère, comme le décrivent les auteurs Almirion et aussi Monet, mais aussi du fait que son environnement naturel, notamment dans le Pacifique Nord, il soit fortement touché par les activités humaines et ça menace la survie des populations d'épolars résidentes. Enfin, je vais définir ce que représente la réalité virtuelle dans ma recherche avec des concepts qui l'accompagnent comme l'immersion ou encore l'empathie en m'appuyant sur différentes études, notamment celle de Filter et ses collègues. Pour ce qui est de ma méthodologie, elle se divise en 2 grandes parties. D'abord, il y a le processus créatif de la recherche avec l'élaboration de la séquence de réalité virtuelle. La trame de la séquence elle est construite à partir du modèle d'apprentissage dans un monde virtuel en 3 dimensions de Flower que vous pouvez voir à votre droite. Et le contenu, il est réalisé à partir d'articles scientifiques qui portent sur les enjeux de conservation de l'épolard. La seconde étape, c'est l'exploration qui va se traduire par le test de la séquence. Et pour cela, je vais recruter une dizaine de participants qui vont chacun visionner la séquence, puis juste après réaliser un entretien semi-dirigé. Pour conclure, je m'attends, et ça fait partie de mes hypothèses, à ce que les participants soient plus sensibilisés aux enjeux de conservation de l'épolard après avoir visionné la séquence, mais que le sentiment d'immersion ne soit pas total, puisque la qualité de la séquence est de l'ordre du prototype. Voilà, merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup pour ce voyage déjà dans un autre univers total. Alors, j'ai une question de la part de Tania.
Oui, merci beaucoup, Sarah. Très intéressant. J'ai une question méthodologique par rapport aux participants. Donc, en fait, quand on pense aux zoos, on pense aussi souvent aux enfants. Et pour les enfants qui doivent gérer une espèce de casque de réalité virtuelle, etc., ça change beaucoup l'expérience. C'est peut-être un petit peu plus difficile. Donc, est-ce qu'il y avait une réflexion par rapport au public cible dans les zoos et comment ça va être intégré dans l'étude? Oui, tout à fait. Pour l'instant, nous, notre étude, on ne peut pas justement la focaliser sur des enfants parce que ce n'est pas des appareils qui sont adaptés pour les enfants. C'est trop compliqué à gérer pour un enfant. Et d'ailleurs, il y a déjà des séquences qui existent dans un zoo. Par exemple, à SeaWorld, ils ont fait une séquence de réalité virtuelle. Elle est plus pour promouvoir le zoo qu'éducative, enfin bon, à rediscuter. Mais d'ailleurs, c'est pas tellement ciblé sur les enfants, c'est plus sur les jeunes adolescents, les jeunes adultes. Et c'est un peu aussi ce genre de personnes-là que je vais cibler dans ma recherche pour l'instant. C'est vrai que pour les enfants, ça va nécessiter d'autres outils que la réalité virtuelle. En tout cas, pas pour l'instant, la technologie n'est pas suffisamment adaptée aux enfants. Il va falloir plus de progrès. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Alors, merci beaucoup, puis bonne continuation dans cette réalité virtuelle. Alors, on va maintenant passer à la prochaine présentation donc, de Robertson Jérôme. Alors, c'est intitulé « L'analyse des dispositions environnementales réglementaires établies dans le nouvel accord commercial du Canada, des États-Unis et du Mexique ». Donc, Jérôme. Oui, bonjour à tous. Ma sujet de recherche, c'est analyse de la disposition environnementale des réglementaires établis dans les nouveaux accords commerciaux entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, sous la direction de Corinne Chandou. Donc, on établit des accords internationaux. Ça peut marcher. Ça peut marcher. OK. On établit des accords internationaux tels que l'accord commercial entre le Canada, les États-Unis et le Mexique sont conclus dedans. Il est probable que les normes établies dans les accords ne sont pas respectées. Et donc, par conséquent, une violation d'une obligation internationale sera générée. Dans le cas des ASEOM, et notamment dans le chapitre 24 qui traite des questions environnementales, la commission de coopération environnementale basée à Montréal a été mise en place pour déterminer les circonstances qui excluent l'illégalité et analyser l'existence des modalités pour réparer la violation d'une obligation internationale établie dans le dit accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Et en plus, en ce qui précède, ma question de recherche se pose ce qui indique que dans les échanges commerciaux entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, le respect et la réglementation environnementale de chaque pays favorise-t-il un développement durable, tripartite et économique? Et pour répondre à cette question, l'objectif est général d'analyser sur les effets socio-économiques et environnementaux. Et si l'on ne respecte pas ou non des normes environnementales établies dans ASEO, et elles peuvent favoriser le développement durable dans les échanges commerciaux entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Et pour déterminer l'hypothèse non-respect des règles environnementales entraînera le recours au mécanisme du tribunal international pour garantir le respect et parvenir à un développement tripartite et durable. Ainsi, à partir de la question de recherche, j'ai établi des mots-clés qui m'aident à former les cadres théoriques en mettant en évidence les normes environnementales, le commerce et le développement durable. Une fois que les mots-clés identifiés, donc les formations ont été recherchées de divers moteurs de recherche tels que Google Scholar et Scopus et entre autres. Et de cette façon, donc en fait, comme on peut voir ici dans
dans les diagrammes que les auteurs que j'ai considérés comme Abraos et Ishaki proposent que le développement durable propose que le développement durable soit un développement qui répond aux besoins et du présent sans compromettre les capacités des générations futures. Et donc, je suis prévu poursuivre l'analyse des auteurs comme Allais et Gagnon au BOOK, qui proposent aussi les droits canadiens de la qualité de l'environnement comme outil efficace pour atteindre le développement durable et la gouvernance environnementale. Et dans le cadre de méthodologie, de cette manière, en fait, j'ai établi que la recherche qualitative sera menée sur la base de ce qui est stipulé dans les articles correspond sur les questions environnementales de la CEU. Le choix de cette section a été fait sur la base des critères suivants: analyse comparative des réglementations environnementales existantes dans chaque pays, détection de certaines sanctions en cas de non-respect de ce qui a été convenu, et aussi les applications. Et de même aussi, 3 études des cas documentés par la CCE seront analysées pour évaluer les dispositions et accords mis en œuvre, mis en action en haute propriété environnementale de l'échelle trinationale. Et la question des résultats préliminaires, donc ainsi, les résultats préliminaires, il y a l'établissement et la question de recherche qui est le principal guide. Et de même, il est possible de déterminer la méthodologie à suivre en prenant comme exemple l'étude comparative et environnementale existante à travers les normes, les textes. Et enfin, donc, pour la piste featured, qui devrait être réalisée, et sont celles qu'on voit en gris dans les schémas. Donc, c'est ça, en fait, qui va être peut-être mon travail futur pour le prochain travail. Merci. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Alors, Jérémy. Oui, je me demandais, Robertson, parce qu'on le sait, les États-Unis, en général, ils ne respectent pas les décisions des tribunaux internationaux, même les mécanismes qui ont contribué à mettre en place. Est-ce que c'est une dimension que tu vas considérer dans ton analyse? Donc, oui, on doit être considéré dans les accords qu'ils ont les 3 pays. Donc, en fait, il y a des règles qu'on met en évidence que chacun des pays, en fait, doit être respecté. Donc, on va voir dans des comités, alors, je crois qu'il y a aussi des sanctions, alors, en fait, surtout pour les des intégrants dans les cas où ils ne sont pas respectés, en fait, il va y avoir, en fait, des sanctions contre eux. Ben, regarde, j'ai hâte de voir ça va être quoi tes conclusions de tes travaux, là, parce que j'ai l'impression que c'est dur de mettre en place des sanctions sur les États-Unis. Bon, c'est pas vraiment facile, mais de toute façon, comment dirais-je? Non, mais c'est correct, Robertson, si tu n'as pas de réponse. Je n'essaie pas de te piéger, je fais juste commenter. Là. Ben, merci. Donc, ça promet en tout cas de faire l'objet de discussions animées, cette thématique. Alors, on va passer à la prochaine et dernière présentation de ce bloc. Il s'agit de la présentation de Joseph Nzeza Mukendi. Alors, Joseph, tu m'excuses si j'ai mal prononcé ton nom de famille. Donc, combler les divisions analytiques entre la modélisation des systèmes énergétiques, la géographie des transitions durables et économie politique comparée du développement. Donc, la parole est à toi. Okay, merci. Pour commencer, j'aimerais bien préciser quelque chose. Déjà, en partant de l'échantillon, étant donné que je ne suis pas arrivé encore jusqu'au bout de mes travaux,
L'échantillon était déterminé par pays à être, par exemple, 100 par pays, mais déjà là, je me suis limité rien que pour Kenya, mais en tenant compte des 18 personnes par échantillon. Donc, les résultats que je vais présenter ne vont tenir compte que d'un N égale à 18. Bon, je vais commencer. Les émissions de gaz à effet de serre augmentent dans le monde, mais plus rapidement dans le pays en développement, y compris dans le pays le moins avancé en Afrique subsaharienne. L'une des raisons est l'augmentation de la production, de la consommation de formes modernes des énergies, en particulier des combustibles, des combustibles fossiles. Par rapport à notre cadre théorique, le cadre théorique de ces projets de recherche intègre les tendances de la recherche dans la transition écologique ainsi que l'économie des politiques du développement, tout en faisant également référence aux techniques de modernisation du système énergétique. Dans le cadre des transitions écologiques, nous nous accordons à tester en Afrique la théorie des perspectives dites multiniveaux sur la transition écologique, MLP déjà. Le MLP cherche à expliquer les processus non linéaires très complexes qui se déroulent sur plusieurs décennies, impliquent plusieurs groupes sociaux et techniques, artefacts, ont des limites peu claires dans l'espace et dans le temps et conduisent à des résultats contingents. On va voir le cas de régime, des niches, des paysages, on n'est pas traîné dedans. Dans le cadre de notre problématique, toute activité humaine entraîne une consommation d'énergie. Mais la façon dont les hommes maîtrisent celle-ci est au fondement de nos modes de vie et de l'organisation de nos sociétés. Notre hypothèse de travail est que bien que les formes modernes d'énergie à forte intensité de carbone continuent d'être politiquement et économiquement attrayantes, d'importantes opportunités de transition vers une énergie à faible émission de carbone et accessible existent en Afrique. Bien qu'elle nécessite une plus grande coordination entre les acteurs étatiques et non étatiques que celle-ci est le cas, notre question de recherche spécifique est de déterminer si la modélisation des systèmes énergétiques joue un rôle constructif dans ces processus et donc dans l'accélération de la transition vers le système d'énergie bas carbone. Par rapport à notre méthodologie, nous avons réalisé une enquête. Dans le normal, nous avons lancé notre enquête en Kenya, en Ouganda et puis en Tanzanie. Pour l'instant, j'ai reçu quelques données pour Kenya, où rien que 18 personnes sur le 100 ont complété en totalité leur questionnaire. Donc, j'ai restitué par rapport aux données reçues de ces 18 personnes. Le résultat. Nous allons présenter des résultats, comme je venais de le dire, en tenant compte du N égale à 18. Nous allons chercher à suivre les échantillons dans les systèmes selon plusieurs dimensions et de l'expliquer ces changements comme résultant de l'alignement et des renforcements mutuels d'une variété de processus fonctionnant à plusieurs niveaux. Par rapport à la question 18, par exemple, à l'apparition des discours, permettez-moi, ce n'est pas les diapositives qu'il faut, je m'excuse. À l'apparition des discours sur des questions énergétiques, la direction de ces cadres est restée sous le contrôle des acteurs du secteur public au niveau national, et c'est le cas des projets gouvernementaux, de ministères et autres. Nous pouvons facilement comprendre
le rôle et l'influence extérieure en présentant la question 8 et 18, nous constatons que le gouvernement national joue un rôle très important dans le régime en place et la conduite de la transition énergétique au Kenya peut ici être qualifié de régime ou système socio-technique déjà mis en place par ces gouvernements nationaux suivis des secteurs privés, puis des organismes internationaux, et tout cela sans négliger une forme d'influence de la part des groupes de réflexion nationaux et des organisations non gouvernementales. Nous pensons même que l'influence des secteurs privés et celle des autres secteurs qui viennent après correspondraient à ces niches d'innovation socio-technique qui, quelquefois peu stables, ayant tout de même l'influence sur le régime. Excuse-moi, Joseph, le temps est écoulé depuis plus d'1 minute. OK. Je vais arriver à la conclusion. Voilà. Pour conclure, il faudrait signaler que nous sommes devant des résultats préliminaires qui peuvent ou ne pas restituer véritablement la réalité sur le terrain, au plus pour l'instant. Il faudrait retenir que nous sommes à notre échantillon 18 au lieu de 100. Au regard de nos résultats, même si le premier discours de la transition écologique se sont vus naître avec les organes de gouvernance étatique, même si c'est le gouvernement national qui met en place les réglementations, nous constatons une grande influence des secteurs privés et des organisations nationales sur le déroulement de la transition écologique au Kenya. Cette influence se caractérise majoritairement par des innovations technologiques proposées sur le terrain et si imposant un caractère de niche sur des régimes socio-techniques déjà en place et réglementés par l'État. Vu que le discours de la transition écologique n'est point en priorité malgré le taux élevé de propositions de technologies à bas carbone, nous pensons que l'objectif final est tout simplement d'intégrer les économies via le développement du marché technologique de bas carbone à Kenya. Je vous remercie. Merci beaucoup, Joseph. Donc, est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Oui. C'est possible de retirer le partage d'écran? Merci. Oui. Donc, questions, commentaires? Peut-être aussi, j'ouvrirai, s'il n'y a pas de questions ou de commentaires spécifiquement sur la présentation de Joseph, s'il y a des commentaires sur l'ensemble du bloc que nous sommes en train de terminer. Donc, est-ce que quelqu'un aurait des questions ou des commentaires? Alors, écoutez, dans ce cas, je vais vous remercier, tous et chacun. Bravo pour les présentations, une qualité, d'abord une clarté, une qualité visuelle assez exceptionnelle aussi. On voit que vous avez réfléchi et conceptualisé votre présentation, que vous l'avez peaufinée, raffinée. Donc, je vous félicite parce que c'est quelque chose qui se voit, qui se remarque. Donc, ne lésinez jamais dans l'investissement que vous faites concernant le visuel de votre présentation. N'oubliez pas qu'il y a beaucoup d'informations que vous transmettez par le visuel, en plus de l'information que vous donnez verbalement. Donc là, je pense que vous avez très, très bien saisi tous à quel point le support visuel est en soi un moyen de communication et non seulement un soutien à votre présentation. Donc, félicitations, bravo à tous et je laisse la parole donc à l'animatrice de la journée pour la transition vers la pause et le prochain bloc.